Salut, on est avec Marie-Ève Lapointe, Stéphane Ruet et Marc-André Paradis et on explore le cosmos. Bienvenue sur la planète Terre, en plein milieu de l'univers. On est tous reliés d'une façon à une autre ou une autre au cosmos, mais plus spécifiquement, dans ton cas, c'est l'astronomie. Oui, l'astronomie, parce que c'est ce qui nous permet d'étudier l'univers, découvrir ce qu'on n'a pas découvert encore, de redécouvrir ce qu'on pensait qu'on avait découvert. Alors, avec la technologie que l'astronomie possède aujourd'hui, ça remet beaucoup de choses en question sur l'univers. Et puis, bon, ben, il faut se creuser la tête et puis recommencer à redécouvrir l'univers. Alors, ça n'arrête jamais. Et on est chanceux ici parce qu'on a, ici j'entends au Bas-Saint-Laurent, on a la possibilité d'observer le cosmos. On a un télescope super intéressant. Parle-moi un peu. Oui, on a à Saint-Louis-du-Ha un observatoire qui est là depuis... Bon, le projet a commencé en 1976. Et l'observatoire possède un gros télescope avec une nouvelle monture très récente et qui est très précise et qui peut pointer n'importe quel objet à partir d'une tablette, tout simplement. Alors, on peut présenter aux touristes qui viennent nous voir les anneaux de Saturne dans notre système solaire. On peut penser aux lunes de Jupiter qui tournent autour de la planète. Les bandes nuageuses de Jupiter en Exactement. assez beaux détails. Oui, c'est très précis. On peut aller voir même à l'extérieur de notre galaxie, observer d'autres galaxies avec le télescope. Mais justement, je vais aller vers toi parce qu'on comprend que ce type d'intérêt-là, il faut que ça se développe à un jeune âge, c'est ça? Puis tantôt, oui. Tu me disais que la Terre était plate. Puis moi, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je la taquine parce qu'elle m'a dit surtout de pas dire ça. Donc, évidemment, c'était trop beau. Mais dans les faits, non, mais pour vrai, tu as une passion pour l'astronomie. Je veux vraiment savoir... Est-ce que t'es tombé sur la tête? Comment on commence à s'intéresser à ça? Mais c'est tellement intéressant. Tout ce qu'il y a dans l'espace, il va toujours avoir des nouvelles choses à découvrir, comme Marc-André disait tantôt. Puis tu me disais que même ça date d'un beau souvenir d'enfance. Ouais, ben je me rappelle quand j'étais petite, j'allais souvent en camping avec mes parents, avec ma famille. Puis le soir, quand ma famille dormait, ben je restais dehors avec mon père. Puis on faisait juste s'étendre au sol, puis regarder les étoiles, puis il me montrait les constellations, puis les trucs dans le ciel comme ça. C'est vraiment magique, on s'imagine... C'est beaucoup plus magique que le mien. Parce que mon premier contact avec l'astronomie, ça s'est fait à l'âge de 7 ans. Mon père avait acheté une encyclopédie Grolier et puis on avait le droit d'ouvrir les livres à la table pour déjeuner avant d'aller à l'école. Je tombe, puis je feuillette l'astronomie, puis dans une page, j'ai une photographie de la nébuleuse du Cygne. Des bleus royales, des roses fuchsia, du jaune. Hey, c'est formidable, cette photo-là. Moi, j'en reviens pas. Je veux faire de l'astronomie plus tard. Je veux voir ces choses-là. Pour découvrir des années plus tard que c'était une tache d'encre dans l'impression. C'est peut-être une erreur cette fois-là, mais n'empêche, c'est vrai que accro. Mais ça ressemble quand même certaines fois, certaines galaxies, à des taches d'encre ou... Oui. Bon, on passerait plus aux nébuleuses pour ce qui est de la tache d'encre. Ouais. Les galaxies, dans l'ensemble, ont peut-être plus l'air d'un petit tourbillon ou d'un œuf sur le plat, même dans, je pense, Andromède, entre autres. Mais l'analogie avec la tache d'encre est assez fidèle. Puis juste pour le bénéfice des jeunes qui nous écoutent à la maison, un livre. Donc, monsieur disait qu'il a vu une image dans un livre. Un livre, donc, c'est 2 cartons avec des feuilles dedans. On voit des images. On peut l'ouvrir et lire. Wow! Physiquement l'ouvrir, hein? Ouais, il n'y a pas besoin de recharger. Non, c'est ça qui est pratique. Pas besoin d'instructions non plus. Mais on rit, mais dans les faits, à notre époque, il y a ça qui est fascinant. C'est que les technologies sont rendues assez pointues et nous permettent d'aller voir extrêmement loin. Qu'est-ce qui vous a surpris dernièrement, peut-être dans les découvertes qui ont été faites, puis qui vous a dit, OK, quand même, là, on est rendu assez performant? Moi, j'irais avec les découvertes qui ont été faites avec le LIGAR et le LIDAR. Donc, c'est
2 interféromètres à laser qui s'étendent sur des kilomètres de long et qui peuvent détecter les ondes gravitationnelles qui auraient été émises il y a quelques milliards d'années par des explosions dues à la collision de 2 objets massifs tels des étoiles à neutrons. Je vous arrête un instant. J'écoute, puis j'entends qu'on peut lire dans le passé. Ben, en fait, le truc qui se passe, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est dû aux photons qui arrivent dans notre œil. Les photons, c'est des particules qui vont voyager à une vitesse constante dans l'espace, à peu près à 300 000 km par seconde. Donc, c'est pas automatique pour aller d'un point A à un point B. Plus le point B est loin du point A, plus ça prend de temps pour venir. Donc, la lumière qu'on va percevoir, par exemple, de la Lune, pour traverser les 380 000 km, ça prend un peu plus qu'une seconde. Pour les 150 millions entre nous et le Soleil, c'est 8 minutes. À peu près une quarantaine de minutes pour Jupiter, 80 minutes pour Saturne. Et l'étoile la plus proche, ça y prend 4,2 années à peu près. Au bas mot. Alors, plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous regardez dans le passé. Ça fait que ça, c'est une notion de base pour les astronomes. Puis je trouve ça tannant. Parce que si on prend l'exemple de Vega, une étoile qui est quand même relativement près de nous dans la galaxie, c'est là qu'ils font la meilleure pizza dans la galaxie. Et là, tu veux commander, fait que tu fais 1-800 pizza Vega. Ça prend 25 ans à la vitesse de la lumière pour faire sonner le téléphone à la pizzeria. À la vitesse de la lumière. Voilà. Et ça prend un autre 25 ans avant que tu entendes dans le téléphone appuyer sur le 1 pour le service en français. Non, mais j'ai pas commandé la pizza, puis 50 ans plus tard. Ouais. Alors, on se pose la question, s'il y a d'autres civilisations avancées dans la galaxie, pourquoi qu'on les a pas entendues encore? Parce que c'est imbécile de communiquer avec les ondes radio. Alors, si eux autres, ils communiquent entre les étoiles, c'est parce qu'ils ont développé un autre moyen technologique beaucoup plus efficace que voyager à la vitesse de la lumière. Moyen qu'on connaît peut-être pas encore. Voilà, fait que c'est pour ça qu'on peut pas les entendre non plus. Il faut inventer le téléphone super intelligent. Là. Mais là, on rentre dans quelque chose de on rentre un funny. peu plus dans la science-fiction. Ah ouais, Oui, c'est ça. On n'est pas là encore. Non, c'est ça. Parce que là, C'est un beau saut d'imaginaire, mais pour le moment, la barrière est un peu haute. On ne voit pas comment on peut la gravir. Mais on parle des extraterrestres parce que, tu sais, évidemment, on parle du cosmos. On peut pas ne pas parler des extraterrestres. Je sais pas, je vais vous le demander comme ça. Votre opinion, ça existe? Ça existe pas? C'est une invention de l'humanité, les extraterrestres? C'est une très grande probabilité d'existence. Maintenant, la plupart des gens vont imaginer un extraterrestre de couleur vert avec 2 bras, 2 jambes, une grosse tête. Bon, ça, c'est un peu stéréotypé, là, mais je veux dire, ça pourrait être de la vie marine. Et de la vie marine n'a pas besoin d'un ordinateur, n'a pas besoin de communiquer avec des ondes radio. J'ai envie de te poser la question puisque tu représentes l'avenir de l'humanité. On se bat. Pas de pression. Est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce que c'est une invention de l'humain? Mais l'univers, c'est tellement grand que probablement, mais comme on parlait, genre, ça va prendre tellement de temps avant de pouvoir avoir une réponse de quoi qu'on ne saura jamais. Parce que... Est-ce que c'est intéressant comme question ou c'est juste les La question monos est comme moi intéressante en Ben soi. Vous êtes fin. Non, mais je pense que tout le monde se la pose la question, qu'il Ouais. soit astronome ou pas. Là. Monsieur tout le monde a déjà pensé, sommes-nous seuls dans l'univers? Et puis on commence, depuis les 20 dernières années, on découvre des planètes qui tournent autour des autres étoiles. Bon, c'est quelque chose qu'on se doutait, mais on n'avait aucune preuve scientifique. Alors là, on en découvre des planètes. Maintenant, au départ, c'est « Oh, on a trouvé une Terre 2.0 où on pourrait trouver de la vie. » Maintenant, la trouver ou la détecter, ça peut se faire, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir se rendre pour aller se serrer la pince. Les distances sont énormes entre les étoiles. Et puis, on parle de la plus près qui est à 4 années-lumière. C'est un voyage d'environ, 40, 80 000 ans. 80 000 ans, comme il faut. Alors, on embarque dans un énorme vaisseau, tu embarques le village au complet, et puis on s'en va à Alpha du Centaure.
Et puis quand vous êtes rendu à mi-chemin, vous avez perdu la raison pourquoi on allait là. Puis c'est des multiples générations qui ont pris la place. On ne vit pas assez longtemps pour voyager à une vitesse en deçà de la lumière, la vitesse de la lumière. Puis Einstein nous a mis un bâton dans les roues de bicycle, là, en disant que la matière ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. C'est la loi, on ne peut pas l'enlever. Avez-vous déjà pensé, OK, je trouve ça weird, là, mais on explore tout le temps l'espace de même, mais jamais de haut en bas. Comment ça? On va de même, on part la tête, on s'en va vers les planètes, mais on a-tu déjà regardé quoi c'est que là, puis quoi c'est que là? Bizarre. Il y a tellement de satellites, savez-vous ça, que si on cognait sur une satellite, elle se mettrait à frapper les autres satellites, on pourrait jamais plus quitter l'atmosphère. Un effet domino. Star Wars, là, ça aurait été pas mal moins long comme film. Ils peuvent jamais s'en aller de Tatooine. À cause des satellites. Vous irez googler, je suis sûr qu'il y a comme 200 satellites et plus. Est-ce que j'ai peur des trous noirs, maison? Je pourrais déchirer l'espace-temps. Là, live, là. Puis me faire aspirer. Puis les trous noirs, là, y a pas de temps là-dedans. Ça m'étirerait pour toujours. Je deviendrais juste un fil de ma personne. Il fait noir partout, là. Tu penses que tu vas le voir, le trou noir dans le noir? Pogne-toi des bonnes lunettes, c'est un trou noir, puis il fait noir. Tu vas jamais le trouver, là. Tu vas aller direct dedans, tu vas devenir un fil. Un petit humain ficello. Non, ça me terrifie. D'ailleurs, tu sais, on parle de l'espace, là. On n'a même pas parlé des autres dimensions, là. Est-ce que Nickelback est populaire dans une autre dimension? Est-ce que tout le monde les haït quand même? Je sais pas. On est en train de massacrer notre propre planète en ce moment. La question qui tue, à quoi ça sert exactement de dépenser autant d'efforts, autant d'énergie et autant d'argent dans le cosmos? Si vous pouvez changer quoi que ce soit sur la surface de la planète Mars pour la rendre plus fertile ou quoi que ce soit, cette technologie-là que vous allez développer peut être appliquée pour la Terre aussi. Alors, oui, on peut apprendre à être plus respectueux de notre environnement, puis au sens très large du terme, mais avant de sauver la planète, il va falloir devenir un peu plus mature. On ne pourra pas la sauver autrement. Comment tu vois ça, toi, en tant que jeune, justement, engagé dans le... Bien, mettons, comme Marc-André disait, dans l'espace, on va développer des nouvelles technologies. Puis, mettons, pour les astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale, ils ont trouvé des moyens, mettons, pour... parce que quand il n'y a pas de gravité, tes muscles et tout, ils ont tendance à un peu s'éloigner parce qu'ils ne vont pas tous se tenir ensemble parce qu'il n'y a pas de gravité. Fait qu'ils ont découvert, mettons, des technologies pour garder tout serré pour que tu puisses garder quand même une bonne forme physique. Puis, ils se sont rendus compte que cette technologie-là, ces matériaux-là, ces tissus-là, ils sont bons aussi sur Terre pour les personnes qui ont des mal de dos, mettons. Fait que c'est un petit exemple simple comme ça que toutes les technologies qu'on va pouvoir créer pour aller dans l'espace. Vraiment dans le sens de la recherche qui se fait et cette recherche-là qui est applicable aussi sur Terre. C'est ça. Puis des fois, qui peut avoir des solutions pour nos problèmes. C'est aussi des recherches qui, de prime abord, semblent pas nécessairement être si terre-à-terre que ça, peuvent avoir quand même une certaine valeur au niveau, ça reste juste d'une survie. Par exemple, si je prends dans le domaine de la géologie, par exemple, il y a 65-66 millions d'années, il y a une grosse météorite d'à peu près 10-20 km qui s'est fracassée sur un endroit proche de la péninsule du Yucatan. Bon, c'est ce qui a créé l'extinction de la plupart des espèces de dinosaures. Mais maintenant, nous, en ce moment, le simple fait de pouvoir scruter le ciel avec des télescopes puissants, avec des radars assez puissants pour pouvoir détecter des objets qui pourraient venir frôler ou même rentrer carrément dans notre atmosphère, ça nous permet quand même de peut-être pouvoir réagir. Comme dans le film Armageddon. Oui, bien là, c'est ça. En moins il nous reste un Bruce Willis en réserve. Puis l'idée derrière ça, c'est quand ils ont fait le film Armageddon, ils ont quand même été chercher l'avis de scientifiques au sujet de qu'est-ce que tu fais avec un astéroïde qui est un planète killer, qu'on appelle en anglais. Le faire exploser, c'est pas une mauvaise idée.
parce que la Terre possède une atmosphère. Alors, si les objets qui viennent, les astres qui viennent vers nous, sont plus petits parce qu'on les a fracassés, l'atmosphère va s'occuper du reste. L'autre chose qui se posait comme question, oui, mais de quoi est fait l'astéroïde? Est-ce qu'on est capable de le péter? C'est important, ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a posé un petit satellite sur un astéroïde et on l'a échantillonné et c'est en chemin vers la Terre. Ah, c'est la raison pour laquelle on voyait dans les médias, il n'y a pas si longtemps, en effet, l'espèce de mission où est-ce qu'ils ont envoyé un satellite sur un astéroïde pour étudier sa composition. C'est entre autres pour peut-être prévenir là, une... Ça fait partie de la recherche, entre autres. Il y a de la recherche parallèle qui se fait pour la même mission. Ça, c'est une chose que les dinosaures n'ont pas faite. Puis tant pis pour eux. Bon. Très bon point. Quand les gens se pointent à l'observatoire, bon, il y a certaines notions qu'ils apprennent. Est-ce que tu as vu un intérêt se développer chez eux? Comment est-ce que tu sens, comment les gens réagissent? Bien, ce qui est le fun de voir souvent, c'est des enfants qui vont venir puis qui vont traîner leurs parents avec eux puis ils vont poser toutes leurs questions. Puis les parents, bien, ils vont suivre puis ils vont faire « Ah, mais c'est le fun, ça aussi. Genre, je savais pas ça. » Ils apprennent des choses eux aussi. Fait que c'est le fun pour toute la famille au complet. Puis c'est tout le monde qui en apprend des nouvelles. Ça, c'est fascinant. Tu dis que c'est les enfants qui ont les questions à propos de l'univers. Bien, souvent, les enfants vont avoir plus de questions, mais les parents aussi, là, Ouais. en général. Mais les parents sont tellement occupés à savoir le prix du gaz que, dans le fond, souvent, ils se posent moins de questions sur le système solaire. Mais on arrive quand même à les raccrocher. Et moi, ça manquait jamais. Où ce que j'ai réussissais à avoir des parents, c'est quand je leur mentionnais, entre autres choses, en regardant la galaxie d'Andromède, l'objet que vous voyez, la lumière qu'on capte dans nos yeux a pris 2,5 millions d'années pour se rendre à nous. Donc, ce que vous voyez, c'est une image du passé. On essaye de se figurer, là, comment, quand on arrive là-bas, est-ce qu'on voit exactement? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on regarde à travers une lentille ou... Oui, c'est vraiment une expérience visuelle. Il y a une personne qui nous a demandé pourquoi vous ne mettez pas une caméra derrière puis que vous projetez ça sur un écran. Quelqu'un qui ne lit pas de livre, ça, c'est évident. Et puis, c'est une petite fille qui lui a répondu, dans le fond. Elle était dans l'escabeau, avec sa mère juste derrière elle, et au lieu de mettre son œil, elle a mis son doigt juste devant l'oculaire, et puis la lumière de l'étoile focusait sur son doigt. Puis elle dit à sa mère, « Gare, maman, j'ai attrapé une étoile. » Tout le monde a dit la même chose. « Oh, que c'est cute! » Puis l'autre n'a jamais demandé de caméra par la suite. C'était fini. Parce que c'est un moment intime, c'est du direct, même si c'est du passé. Il y a même une jeune fille, sa mère avait acheté une étoile pour elle, pour lui offrir en cadeau. C'est une ado. Elle a 16 ans. On a choisi Altaïr dans la constellation de l'Aigle. C'est une constellation facile à voir là, de l'été à l'automne. Et... lorsqu'elle a mis son œil pour regarder dans le télescope, pour regarder Altaïr, j'ai dit, ça, c'est ton étoile. La lumière que tu vois présentement est partie de la surface de cette étoile-là à ta naissance. Et puis là, elle vient juste d'arriver pour fêter tes 16 ans. Ça fait qu'elle avait les joues toutes mouillées, sa mère aussi. En fait, il y avait beaucoup de monde en place qui avait les joues mouillées. Fait que c'est des moments forts qui se connectent à travers le télescope après la visite qu'on fait à l'intérieur. Tu as mentionné que tu t'intéressais à l'astrophysique assez pour potentiellement en faire un métier. Qu'est-ce qui t'attire vers ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Bien, dans le fond, j'aime vraiment toutes les mathématiques, la physique. Oui, je sais, c'est étrange, mais aimer les mathématiques. Ça me paraît naturel. Mais on va faire des calculs, trouver des nouveaux trucs. Mettons, les genres de calculs que Albert Einstein a fait pour trouver des théories de la relativité, c'est juste malade quand tu y penses, c'est fou. OK. Faire des trucs comme ça, puis sinon, toutes les... c'est les calculs qui m'intéressent, puis toutes les nouvelles lois que tu peux trouver. Parce que dans le fond, quand tu trouves une loi qui s'applique dans l'espace, bien, tu te rends compte que finalement, elle s'applique pas mal partout. Ça permet de vraiment découvrir des nouveaux trucs. Donc, pas nécessairement devenir astronaute, puis... Ben écoute, si ça l'arrive, ça l'arrivera. Oh, on ferme pas la porte à une carrière. Qu'est-ce que vous pensez des voyages de millionnaires extravagants? C'est des voyages extravagants faits à peu près 100 km de hauteur. Celui de SpaceX s'est rendu à quoi, 400 ou 500 km de hauteur.
Bon, c'est simplement, nous, d'aller à Montréal, c'est la même distance, déjà. La Lune, c'est à 380 000 km. Et juste un voyage comme ça, en orbite autour de la Terre, c'est comme, si je peux dire, marcher autour de la forêt, mais ne pas rentrer dans la forêt. Donc, c'est un bel essai, mais en même temps, d'envoyer quelqu'un juste pour faire du tourisme, pour voir que la Terre est effectivement sphérique. C'est quand même une expérience qu'on peut comprendre soi-même en étant sur Terre. C'est sûr que quand on se rend compte que sur Terre, on a beaucoup de problèmes qu'on pourrait régler avec l'argent qu'ils ont pris pour aller dans l'espace, le monde sont genre un peu réticents à y aller et refaire l'expérience, mettons. Puis le fameux projet d'Elon Musk de couvrir la Terre, je me doutais que ça allait pas vous enchanter. Alors, j'explique, là, pour les gens qui sont pas au courant. Il y a un riche milliardaire américain qui a pour projet très sérieux d'envoyer une couverture de satellites alentour de la Terre. Plutôt donc qu'il y ait différentes firmes privées, différents États qui envoient un satellite par-ci, par-là, bien, ça lui permettrait en fait d'offrir une couverture cellulaire, entre autres, partout alentour de la Terre. Qu'est-ce que ça crée comme problématique? Moi, je trouve que c'est une façon, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est une façon de gâcher un patrimoine céleste qui est accessible à toute l'humanité. On a des étoiles qui restent vraisemblablement fixes dans notre ciel. On peut les repérer, c'est ce qui forme des constellations. Des étoiles plus proches les unes des autres, un peu plus brillantes, on reconnaît la forme. Ils ont un mouvement prévisible dans le ciel. Ça fait partie pas mal de notre histoire, plus qu'on peut se l'admettre. Et maintenant, ce qu'on a, c'est des petits satellites qui passent, petits points lumineux qui passent rapidement. Et des fois, c'est des trains lumineux qui passent. Ça vient gâcher un peu le plaisir de pouvoir profiter, si je peux dire, d'une certaine connaissance vraiment ancienne. Puis c'est un peu ça, là, que tu parles de patrimoine céleste, puis l'Observatoire à Saint-Louis a le dessein de pouvoir rassembler la mythologie des Premières Nations. Parce que ça, c'est du bouche à oreille, ça se perd. On a envoyé justement une de nos animatrices à l'époque, ça fait quand même une dizaine d'années de ça, dans le Grand Nord. Et puis, elle est partie avec quelques histoires, quelques légendes de mythologie, mais qui ont rapport au Grand Nord. Et puis, bon, là-bas, les jeunes voulaient en avoir beaucoup plus. Puis, on n'avait rien à leur donner. Ça fait qu'il y a ce patrimoine-là céleste, parce que le ciel, c'est aussi de la culture. Et puis, je vous dirais, l'étoile polaire dans le Grand Nord, c'est pas quelque chose d'important pour eux. Alors que pour les Européens qui naviguaient puis qui voulaient venir ici sur le nouveau continent, ben si tu mesures la hauteur de cette étoile-là, tu peux arriver en Nouvelle-Écosse. Si tu t'arranges pour naviguer pour que l'étoile polaire soit plus basse à l'horizon, ben tu te retrouves en Floride. Alors, les étoiles servaient aussi pour la navigation. C'est de la culture, c'est beaucoup de choses, c'est de l'histoire. Puis de voir un paquet de satellites passer pour, je dirais pas scraper le ciel, là, mais je veux dire, c'est un peu comme les grands centres, les grandes villes, que la pollution lumineuse nous empêche de voir les étoiles les plus brillantes. Ouais. Puis là, ben, tu as du monde qui arrive à l'observatoire en plein été, quand la Lune n'est pas là dans le ciel, puis c'est quoi ça? On appelle ça la Voie lactée. Ouais. C'est vrai que la première fois qu'on voit la Voie lactée quand on est plus de centre urbain, là, je vous le dis, c'est un choc. Là. Oui. C'est quand même impressionnant. Et pour moi qui viens d'un petit village minuscule, et quand je vois du monde qui ne savent pas c'est quoi la Voie lactée, ça me fait un choc à moi. Ouais, c'est ça. Bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait voyager à travers les étoiles. C'est vraiment un réel plaisir. Le cosmos, ça te connaît parce que tu es perdu dans l'espace, comme disait Daniel Bélanger dans un C'est pas Annie Brocoli qui disait ça? Ah, peut-être. Annie Brocoli, Daniel Bélanger. La même chose. Moi, il y a quelque chose qui me fascine depuis des lustres. C'est
l'astrologie. On a parlé du cosmos, il y a des affaires, mais moi, là, on parle des étoiles, puis de... Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé des fun facts. J'ai failli te faire un horoscope, mais je suis pas allée là. Tu peux pas faire ma carte du ciel? Ben, j'aimerais ça, mais Mars, c'est pas en Vénus, puis ça brouille toutes les cartes quand je regarde mes affaires le matin. Ouais. Mais par contre, Oui. je suis allée chercher des choses que tu ne saurais peut-être pas OK. et qui sont quand même... Pour vrai, j'étais vraiment intéressée. Je lisais, puis j'étais... Puis il y en avait... j'ai trouvé comme 90 faits, et je me suis dit, je vais t'en donner juste quelques-uns. OK. T'es quoi, toi? T'es quel... C'est quoi ton signe? Moi, C'est quoi ton je suis signe? vierge. T'es vierge? Ouais. À cet âge-là? Pas facile. Moi, je suis Capricorne. Étonnamment, je me suis rendu compte que quand je ne m'entends pas bien avec quelqu'un, la personne est souvent Capricorne. Ah oui, hein? Oui. Parce qu'il y a des confrontations. Probablement, je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que ces personnes sont vraiment désagréables. Fait que probablement que si moi je me rencontrerais moi-même, je me trouverais très désagréable. Fait que je me suis toujours dit, je sais pas à quel point je peux me fier à ça parce que Caroline, je vais mourir toute seule. Ah oui, mais à la maison, il y a des professionnels qui pourraient nous dire qu'est-ce que Vierge et Capricorne, mais pour le moment, ça va bien. Est-ce qu'on est compatible? Oui, c'est ça, on s'entend bien, ça va bien. À date, mais c'est surtout parce que je parle puis je te laisse pas beaucoup parler, C'est fait que ça. t'as pas vraiment le choix. Non, moi, je bois finalement. C'est ça. C'est pour ça que t'aimes ça, parce que tu bois pendant que moi je parle. Au Japon, on parle des signes japonais, on utilise le type de sang pour déterminer de la personnalité plutôt que les signes du zodiaque. Donc, les gens vont avoir une personnalité par rapport à Capricorne et Vierge, mais eux, ça va être par rapport si t'es A négatif. Ta personnalité, c'est ça. Ouais. Avec leur astrologie, c'est plus basé sur leur type de sang. Ben oui. Plutôt que... Ben oui. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Nous, on a 12 signes. Ouais. Eux, il y a A, il y a A négatif, A positif, B négatif. Je sais pas à quel point ça change, à quel point c'est précis, mais ton sang détermine ta personnalité. Ben oui, je sais pas mon type de sang, fait que je pourrais même pas savoir. sais pas? Je sais pas ma personnalité. Il va falloir qu'on remédie à ça. Oui. On va aller... T'as-tu un couteau ici? Non. Non! S'il vous plaît, non. Non, on fait pas ça. À la maison, ne m'écoutez pas. En date du septembre 2021, le signe le plus commun au monde, tu sais quoi? Devine. Mon Dieu. Taureau. Scorpion. Ah ben oui. Les gens nés en novembre. Beaucoup de gens, si on recule 9 mois avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. En fait, c'est Valentin, peut-être? Ah! Peut-être des bébés de Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin! C'est peut-être des bébés de Saint-Valentin. Donc, ce serait le signe le plus commun au monde, ce serait Ok. Scorpion. Une étude australienne aurait montré que ceux qui reçoivent le plus de tickets de vitesse Hmm. seraient des lions. Ah oui. Donc, Je- les Je lions- confirme, chérie. je confirme. Oh mon Dieu, j'adore ça. Mais ce serait en Australie qui aurait fait l'étude. Donc, les gens les plus ticketés, c'est les lions en Australie. Ensuite, OK, il y en a un autre. Là, c'est tous les signes les plus communs qui ont fait quelque chose. Les signes les plus communs chez les gens, dans la liste des gens les plus riches au monde, selon le magazine Forbes. Ils ont regardé, ils ont fait la moyenne et sais-tu, c'est quel signe qui est le plus commun? La majorité. C'est pas juste le plus commun, c'est la majorité d'entre eux sont un signe, lequel? Pour les signes de la richesse. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Gémeaux. Bélier. Bélier. Les béliers seraient en majorité les gens qui prônent dans Ben oui, ben oui. la liste des gens les plus riches au monde. Ah, bande de chanceux. Ou juste, je sais pas, c'est peut-être rapport avec leur personnalité de requin. Probablement. Je ne sais pas. Le signe le plus commun chez les stars, chez les vedettes, Ah, c'est intéressant. C'est qui? C'est quoi? les sagittaires. On a manqué notre shot, man. Total. C'est fini. Je débarque. On je cancelle. m'en vais. On On cancelle. cancelle le show. Au revoir. Bonne journée. Bon. On fait ce qu'on a.